Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, nous vous présentons une version du cabaret littéraire chez Félix, en version virtualisée. Je ne sais pas si vraiment le verbe se dit là, ou le qualificatif se dit de cette façon-là, mais alors on n'a pas de public, mais on a une version télévisuelle, ou en tout cas comme vous voulez, là, pour nous permettre de vous rencontrer, puis en même temps pour vous initier à ce qu'est le cabaret. Puis quand les choses s'amélioreront, on sera bien content de vous accueillir. On ne sait pas encore dans quel lieu, mais on vous tiendra bien au courant. Alors aujourd'hui, on a 3 merveilleux invités. Notre première invitée, c'est notre lectrice officielle du cabaret littéraire chez Félix, notre amie Henriette Millard. Bonjour Henriette. Bonjour Stéphane. Alors ça va bien? Ça va très bien. Pas trop enfermée, encasannée? J'étais très heureuse de faire un travail intellectuel. Ça m'a remis sur pied, ça m'a redonné un peu de joie. Bon, bravo, c'est ça qu'il faut. Puis c'est ce qu'on va tenter de donner aux gens aussi. Alors, ben oui, mais oui. J'ai une question à te poser comme ça, à savoir comment ça se fait que tu aimes ça, lire en public? Qu'est-ce qui fait que ça t'a allumé un jour? J'aime lire à haute voix. Lire à haute, OK. On m'a donné l'exemple quand j'étais pensionnaire, je devais être en 5e année à peu près, et la religieuse, le vendredi après-midi, si on avait été sage, évidemment, au pensionnat, est-ce qu'on peut être tannante ou espiègle, ou en tout cas, si on avait été sage, elle nous lisait un livre. Alors, moi, j'adorais quand la sœur, elle devait bien lire. Alors, elle nous a lu Pâtira, Le trésor de l'abbaye et Geneviève de Brabant. Je me rappelle encore des 3 titres des livres. Elle les répétait continuellement? Ou... Non, okay. Ça m'a tellement impressionnée. Oh. Donc, après, je me suis dit, si ça m'a fait plaisir à moi, ça va faire plaisir aux autres. Certainement. Puis quand j'enseignais, quand il y avait des fêtes, c'était toujours moi qui étais au micro. Mes élèves, qui étaient des élèves qui avaient un peu de difficulté de comportement, je leur lisais des livres et c'était un silence. Oh, tu as appris quelque chose, là. Écoute, c'était quelque chose qui nous reliait, les élèves et moi. Puis il y a même une mère qui m'a dit, parce que j'essayais toujours d'avoir un livre où il y avait des suites. Puis elle a dit, c'est la première fois que mon fils me dit, peux-tu m'acheter tel livre? C'est la suite du livre qu'Henriette nous a lu. Ah, c'est génial. Hein? C'est merveilleux. Hein? Et je me lis parfois à haute voix à moi. Ah oui? Oui. Est-ce que tu t'enregistres, tu as réécouté? Non. Tu fais pas Et ça? je lis des textes que des gens ont composés et je leur donne ma façon de lire. Et pour eux autres, là, c'est comme si ils voient leur texte d'une autre façon. Oui, c'est une redécouverte. Oui. Ah, oui, absolument. Parce que c'est comme un photographe. Il prend une photo, bien, c'est son regard à lui sur une chose. Alors, exact. La lecture d'un texte, c'est une interprétation. Oui. Alors, tu renouvelles la vision que l'artiste a de son œuvre. C'est merveilleux. C'est absolument fantastique. Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui? Je vais lire 3 auteurs québécois. Natacha Canapé-Fontaine. Oh, super, super. Hector de Saint-Denis-Garneau. Génial. Georges Dor. Et Alain... Monsieur Lelièvre, le chanteur Alain, non? Attends. En tout cas, Lelièvre. Sylvain Lelièvre. Sylvain, ben oui, mon Dieu, ça y est, moi aussi, le prénom m'avait disparu. Et j'ai choisi des choses, je parle surtout de Saint-Denis-Garneau et de Sylvain Lelièvre, et même pour Hector notre cher Hector Saint-Denis-Garneau, oui. Des livres, des poèmes qui parlent de joie parce qu'on vit un moment difficile.
Ouais. Et c'est pas interdit de parler de joie. Ah non, 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 regarde, là, on a un moment joyeux, heureux, puis on essaie de le partager, puis tout le monde en a tellement besoin. Est-ce que tu as une petite... Là, je sais pas, je te prends un peu par surprise, là, je ne te l'ai pas demandé précédemment, mais as-tu une petite... peux-tu nous situer un petit peu chacun de ces poètes-là? Comme Saint-Denis Garneau, bon, c'est quelqu'un qui oui, c'est quelqu'un qui a écrit... En quelle année il est né? Il est mort, il avait 31 ans. Il venait d'un milieu rigide, archaïque, un milieu aisé, mais un milieu très contraignant. OK. Il est mort en quelle année? Il À est peu mort, je l'ai ici, là. OK. Bah, Mais il avait 31 ans et il est mort hey, dans c'est la rivière Jacques-Cartier parce qu'il vient de Sainte-Catherine de c'est Jacques-Cartier. noyé là. L'histoire ne le dit pas. OK, ça pourrait être un suicide. On ne sait pas. Ouais. Anne Hébert venait de sa même région. OK. Et Michel Biron a fait une biographie de Saint-Denis Garneau. Et entre ses poèmes, et surtout ceux que je vais vous lire, et ce qu'il était comme personnalité, il y a un monde, paraît-il. Il était très différent. Il apparaît il très était différent. pas très aimable, très porté sur lui-même. OK. Oui, mais ça, écoute, c'est une biographie. Hein. Oui. Puis non seulement ça, c'est parce qu'effectivement, des grands artistes peuvent être des individus insupportables. Oui. C'est calme. Ça ne va pas forcément Oh non, de non, pair. un ne va pas avec l'autre. C'est ça. Et Natacha Canapé-Fontaine, ben écoute, elle fait beaucoup. C'est une Inou, elle vient de Bessamit. Et quand ses parents, quand elle était jeune, ses parents sont déménagés à Bécomo. Ouais. Et elle était tellement jeune qu'elle n'avait pas comme connecté qu'elle était une Inou. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne le disait pas. On disait, je ne sais pas, Algonquin ou... Montagnais. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait à Bécomo, il y avait quelque chose qui la taraudait. Là. Elle disait, je suis pas tout à fait comme les autres. Et quand elle s'est rendue compte que, quand elle allait voir sa grand-mère, elle comprenait un peu la langue, mais elle ne la parlait pas du tout. Elle est redéménagée à Pessamit. OK. Pour se connaître, se refaire, savoir qui elle était. Ouais, c'est ça. Connecter avec sa culture. Oui. Alors, elle écrit de la poésie, elle a joué à la télévision, elle joue au théâtre, elle compose des pièces de théâtre. Ouais. C'est une figure actuellement importante de la poésie, oui. Effectivement. Oui. Puis bon, Georges Audard puis Sylvain Lelièvre, oui. On n'a pas vraiment besoin de les présenter. Non. Je te laisse aller. D'accord, merci. Je vais chausser mes lunettes. Alors, le premier auteur, j'ai choisi Natacha Canapé-Fontaine et le livre, c'est « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Moi, c'est ça, il y en avait d'autres, mais le titre m'a tellement charmée que c'est celui-là que j'ai acheté. Alors, allons-y. Trop longtemps, j'ai porté mon canot en des forêts citadines. Mon pays m'appelle, mon pays me revient. J'achève mon exil pour un retour tremblant. Dans le matin blanc où janvier se relève, les souffles de l'Arctique laurentien entourent la maison comme une tempête. Les sœurs brisent, illuminent les siècles de souvenance. Le large, aveuglé, Pessamit. Son livre de poésie, ce sont souvent de très courts, petits poèmes. C'est pour ça que j'en lis plusieurs. Les chasseurs invisibles t'ont finalement emporté avec les vents du Nord. Te voici, signataire des cartes sauvages.
Tu habitais ces pistes et ces torrents frêles, fils des saisons perpétuelles, tu pars avec les canaux de tes grands-pères. Tes frères t'attendaient l'autre côté, ces rives infranchissables. Et du sud, tu te souviens? La sache chante et m'ouvre les fenêtres. Mon âme danse avec la tienne, là où se creuse l'absence. La chasse. Ici, les yeux aux quatre directions, je ne suis rien d'autre qu'une femme. Femme entre les femmes et les hommes, femme entre la lune et le soleil, femme entre la terre et le ciel, cardinal après cardinal, je nais au monde. Et j'en ai un autre. Je revois encore ta figure et tes yeux, réserves indiennes. Le territoire où j'aimais me taire, enfouir mes doigts transis, parcourir la souche de tes cheveux longs, mon indompté, mon farouche animal. Et voilà pour Natacha Canapé-Fontaine. Wow. C'est vraiment Alors, magnifique. le titre, je le répète, « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». J'ai mémoire d'encrier. Petite... N'entrez pas. Je suis très profondément occupée. Un enfant bâtit un village, une ville, un comté. Et pourquoi pas l'univers? La joie de jouer, paradis de liberté. Le jeu, c'est intéressant à tous les âges. Alors, accompagnement. Je marche à côté d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi. Mais je ne puis changer de place sur le trottoir. Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire « Voilà, c'est moi ». Je me contente pour le moment de cette compagnie. Mais je machine en secret des échanges par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi. Avec la perte de mon pas perdu, s'étiolant à ma gauche, sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Et voilà pour Saint-Denis-Garneau. Très beau, vraiment magnifique. C'est joyeux. Oui, 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 absolument.
Ouais, ça parle de la distance nécessaire pour observer sa propre vie. Tu sais, qu'on a besoin, en quelque part, là, il ne s'agit pas d'être spectateur de sa vie à plein temps, de n'être que spectateur, mais on a besoin de cette distance-là pour pouvoir s'observer, puis en fait rendre grâce aussi des choses qui nous arrivent. Écoute, c'est une des choses que je remarque depuis que je suis beaucoup plus vieille. Parce qu'avant, j'étais occupée, je travaillais, bon, j'étudiais. Et c'est sûr que, bon, j'avais une tendance à voir les joies, mais là, mes joies, ils sont comme plus, pas petites, mais il faut s'arrêter pour les remarquer. Alors maintenant, tu nous lis Georges d'Or. OK, génial. Oui. Et le titre est joli aussi, c'est « Je chante pleure comme un robinet, là. Je Oui. chante pleure encore ». Alors, je chante pleure encore. Ce n'est pas d'hier, ni d'aujourd'hui que je chante, mais d'un pays. Qui donc a besoin d'un pays? Une contrée suffit. Un paysage, une maison, une chambre, une fenêtre, un carreau brisé, une photo vieillie. Un instant, s'il vous plaît. De quoi aurais-je l'air dans un pays qui me ressemble? Et qu'est-ce qu'on fait avec un pays sinon soi-même? Je suis moi-même. Je me suis dans un pays qui ne m'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays qui nous défait? Invariablement, me fait défaut la douce concordance. Je n'ai pas encore accepté d'être n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Je n'accepte pas non plus la seule poésie. Et l'Amérique ne me suffit pas. C'est peut-être en moi-même et pour moi tout seul que je suis québécois. Pour qui serais-je un homme et à quoi cela servirait-il si je ne suis un homme libre? Ce n'est pas d'un pays qu'il faut se séparer, mais d'un voisin qu'on aime, d'un parent éloigné. C'est entre nous que se fait le partage. C'est beau? Ah oui, c'est beau. C'est magnifique. Très, très beau poème. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui. Et pour finir, Sylvain Lelièvre, plus léger. Ça s'appelle La ficelle. J'ai coupé la ficelle du plus haut cerf-volant. Dessiné sur ses ailes mes images d'enfants. Un chablon, une orange, un vieil harmonica. Gare à qui le dérange, il s'en repentira. J'ai rompu les amarres de mon dernier bateau et tout seul sur la mare, il joue à prendre l'eau. Laissez-lui son naufrage, c'est un jeu familier, il n'a pas le courage de vraiment s'abîmer. Moi, je suis sur la rive, je veille mes amours. Les feux de dérive ont bien d'autres détours. Et mes jours vagabondent, sans patrie désormais. Le plaisir de ma blonde est un pays parfait.
Voilà. Bravo. Je suis pas tout nu. C'est magnifique. Merci, 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 merci. Des bons auteurs, des choses différentes. Ouais. C'est tellement agréable de lire ces passages. Oui, mais qui nous parlent, qui viennent Oui. nous chercher vraiment. Là, Oh, merci, merci beaucoup Ça m'a de fait tes très inspirations. plaisir. De tes inspirations. On va se reprendre, c'est certain. Certainement. On reprend ça une autre fois. Alors, mesdames, messieurs, ce fut notre ami Henriette Millard qui nous a lu 4 poètes magnifiques. Alors, on va passer maintenant à notre nouvel invité dans quelques instants. Merci. Merci à toi. Alors, notre prochain invité, Robert Payan, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est un conteur traditionnel, mais je pense qu'il quand même, il sort parfois un petit peu de la tradition pour l'enrichir de son imaginaire personnel. Alors, mon cher Robert, bienvenue au cabaret, puis comment vas-tu? Merci Stéphane, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Merci à C'est sur la télé de nous accueillir. Et moi, ça va très bien. Ça me permet d'écrire, ça me permet de réfléchir la situation qu'on vit de confinement. OK. Alors, c'est ça. Comme beaucoup d'artistes, en fait, ça ne change pas radicalement notre façon de vivre. Il y a beaucoup de travail en solitaire, hein, en art, c'est normal. Absolument. OK. Alors, tu as ton potager. Mon T'es pas potager. pris dans un petit logement comme à Montréal. Je fais du virtuel. Tu fais Comme, du comme virtuel? là, présentement. OK. Mais... Des comptes à relais qui vont être présentés sur YouTube. Vous composez compte à relais sur YouTube et puis vous pouvez entendre votre humble serviteur avec une multitude de compteurs. Ah, OK. Wow. Ouais. OK. Et puis aussi des chansons qu'on fait en Zoom meeting, là, en virtuel, une dizaine de chanteurs. Il y en a un qui entreprend la chanson, puis les 9 autres répondent, et vice-versa, quand les 10 ou les 12 ont passé, c'est terminé. Comme ça, on continue à exprimer nos motifs de patrimoine immatériel. OK. C'est comme le peintre qui travaille sur son motif. Exact. C'est exactement. Vous Pareil. autres, le motif, c'est ça. C'est Le l'histoire. motif c'est il est les là, contes, mais la il n'est pas tradition. encore visible. Ah, ben, il va. Il évolue. Non, il est audible. Pas visible, il est audible. Oui. OK. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Robert? Bien, on va parler surtout du patrimoine oral, l'orature, comme disait Jacques Labrec, la littérature orale, donc le conte, les légendes, les dictons, les mythes, ces choses-là. Tout ça, là, c'est au programme du cabaret, ça, aujourd'hui? Mais c'est très vaste, hein? C'est vaste comme l'univers. Moi, je vais me restreindre à ce que j'ai de mon parcours, mettons. Ouais. Et puis mon parcours, ça a commencé avec le fait qu'il n'y avait pas de livre de contes. Il fallait que j'apprenne des contes qui venaient des gens, de l'oral, du monde oral. Parce que ça... Ah, excuse-moi de t'interrompre, mais t'es de la région ici? Est-ce que Depuis 50 ans, oui, mais à l'âge que j'étais ailleurs un petit peu avant. OK. Mais donc, dans ton enfance, je veux dire, parce que tu parles de la transmission des contes, de l'oralité, tu étais dans quelle région? Dans quelle région? Moi, de la région du Haut-Saint-Laurent. Le Haut-Saint-Laurent, c'est long. Ouais. Ça parcourt toute la partie le long de la frontière, le long du fleuve Saint-Laurent, la partie haute du fleuve Saint-Laurent. Ouais. Donc, la région de... Il y a 5 MRC, MRC Vaudreuil-Soulanges, Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry, etc. C'est cette région-là. Oui, mais ton enfance, c'était où? Moi, je suis natif de la frontière à Hurdman, qui est dans le comté d'Huntingdon, près de la municipalité d'Huntingdon. Mon père venait de Saint-Chrysostome, donc c'est tout le temps la même région. Hein? Les gens se déplaçaient moins à l'époque. Hein? Oui, c'était beaucoup des agriculteurs plus qu'autre chose. Presque exclusivement des pommiculteurs, des agriculteurs, des gens qui, aujourd'hui, il y a des vignerons, il y a la route du paysan, on cultive du bleuet, on cultive toutes sortes de fruits et légumes maintenant, mais à l'époque, c'était surtout de la pomme. OK. Hein? OK. Alors... Puis la culture traditionnelle. Hein? OK. C'est comme ça que vous avez appris à chanter la pomme.
Oui, on chante la pomme, et Chante puis la pomme ça a au toujours un effet. Hein. Ah oui, Ça oui, a je suis toujours un convaincu. effet. Je suis convaincu de ça. Bon, et puis je vois que tu nous as apporté. Tu as Ouais. quand même une grosse production hein, de livres, de disques. Donc, tu as recueilli les contes, tu les as mis par écrit. J'ai commencé par écrire les contes que mon grand-père me contait. OK. C'est la première chose que j'ai fait. Étant donné qu'il n'y en avait pas de contes, il n'y avait pas de littérature. À mon école, il n'y avait pas de bibliothèque, hein, moi, à l'époque. Oui, oui. Hein, Aujourd'hui, faut quand même il y en a remonter sûrement dans les une. années 50. Là, ça fait comme 70 ans de ça. Là, hein. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Donc, c'était de l'oralité. Alors, mon grand-père comptait, mon père, ma mère. Il n'y avait pas de télévision. Qu'est-ce que tu veux? Ça commençait en 52, 53, télévision. Mais avant ça, les gens se divertissaient. Mais de toute façon, la télévision, ça continue à nous raconter des histoires. Ouais. L'être humain, depuis la nuit des temps, il a besoin de se faire raconter des histoires. Oui, Hein? exactement. Toujours. Ça fait partie Absolument. de notre vie culturelle, sociale. Oui, tu sais. c'est vrai. Ouais. Alors, les contes que mon grand-père me contait, bien, je les ai mis dans un petit cahier édité chez Isabelle Quentin. Puis c'est Nan Cousier, en passant, qui Oui. était la Correctrice. personne de référence pour à m'amener pour la première publication littéraire. OK. Ensuite, j'ai au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Je me suis intéressé à découvrir ce qu'il y a dans la région d'intéressant, dans Vaudreuil-Soulanges. Et puis, en 2002, c'est ce livre-là, Les légendaires du Haut-Saint-Laurent, qu'encore j'en ai vendu hier. C'est pour dire que même si ça fait 20 ans ou presque, c'est toujours quelque chose d'intéressant que d'aller chercher, de puiser dans notre imaginaire collectif. C'est la mémoire. Alors, des gens, tout le temps, vont vouloir aller dans la mémoire collective puis se rappeler là, pour retrouver leurs racines, en fin de compte. Absolument. Oui. Et puis moi, ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Comme la région m'intéressait, j'avais recueilli dans mes recherches plusieurs récits qui ne se retrouvaient pas dans celui-ci, parce que c'était limité à Vaudreuil-Soulanges, pas mal. OK. Alors, j'en avais d'autres qui étaient moins intéressants pour le légendaire, mais qui étaient intéressants à être contés. Puis aussi au niveau national, puis au niveau mondial. Alors, j'en avais 200 ou 300 de recueillis. Et là, Planète Rebelle, la maison mère des conteurs et des publications des conteurs. Pas mal, oui. Hein? Ouais, ouais. Donc, ils m'ont demandé de publier un livre. Et là, il y a 101 contes pour tous. Alors, on avait Est-ce des qu'il y a un contes pour CD? tout le monde. Il n'y a pas de CD dans ça? Oui, il y a un CD. Oui, il y a un dans CD celui-là. dedans, oui. Il y a un Mais là, CD, je l'ai mais enlevé, pas là. tous les comptes sur le Il est CD. ici, le CD, il est ici. OK. Mais tous Il y a les un comptes. CD qui ils va sont avec pas. ça. Oui, OK. Ah, oui, c'est parfait. Ouais. Ça. Ben oui, parce que Planète Rebelle est reconnue pour ça, faire des livres et des CD. Donc, en 2006, OK. Ouais. je vais probablement en compter un tout à l'heure là, qui vient OK. de là-dessus, de là-dedans. Ensuite, il y a... j'ai commencé en 2010 à être invité à aller un peu partout à travers le monde, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Amérique centrale. Et puis, à un moment donné, il y a un éditeur qui a trouvé un de mes contes intéressant en France, puis il l'a publié. OK. Fait que tous les ans, la leçon de Maman Souris me donne des royautés qui viennent de la France. Puis là, il y a bien des lecteurs. Hein. Puis c'est bien aimé, ce petit livre-là. En 2012. Super. OK. En 2015, une fille m'a raconté, étant donné qu'en 2012, il y avait plusieurs fêtes. Il y avait je pense que c'était le 200e anniversaire du colonel de Salaberry. Il y avait le 130e anniversaire de la seigneurie de Nouvelle-Longueuil. En tout cas, il y avait plein de fêtes. Je me suis dit, tiens, c'est le temps de lancer ce que la fille m'a conté, moi, que je vais pouvoir mettre dans le livre, avec un CD à la fin aussi. OK. Alors, il y a une quinzaine, ce qui fait un total d'à peu près 300 contes au cours des 20 dernières années. Au moins, on a de quoi lire, de quoi raconter, de quoi se distraire, puis c'était ça le but. Ben Robert, là, tu nous as fait une super belle présentation, mais tu ne pourras pas raconter ben des histoires. Là. On n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas grand-chose. Ben, Là, je vais vous te faire... laisse aller tout de même. Tu me laisses aller? Oui, je OK. te laisse aller. Tout jeune, assis sur les genoux de ma mère, je l'écoutais me raconter des contes. J'y ai découvert toute l'humilité et la pureté native sortir de sa bouche. Ensuite, j'ai entendu mon père prendre la relève avec les contes remplis de superstitions. Ce qui m'a permis d'entrer rapidement dans l'humanité
la communauté des hommes. Durant l'été, nous allions à la ferme dans le petit rang des païens, à Saint-Chrysostome. Là, Wilfrid, mon grand-père, après sa journée faite et le chapelet récité, lançait un appel à la marmaille pour passer à la période du conte. Pas de télévision, pas de jeux Nintendo, pas de cellulaire, pas de portable. Nous étions tous rassemblés devant sa berceuse. Vêtu de sa chemise carrelée, ses culottes à bavette, sa pipe croche bien bourrée, puis allumée, il commençait à compter dans son langage simple. Il réussissait à nous faire entrer dans le monde imaginaire. Ses tournures de phrases vocales, plus orales que respectueuses de la lettre, charmaient l'esprit et atteignaient l'âme, je ne sais pas par quel raccourci. La parole patine la mémoire. Ainsi, elle devient l'outil principal de l'information, de la transmission et de la fixation du savoir et du savoir-faire d'un peuple. Le conteur développe l'habileté de saisir le monde à partir de l'intérieur et il participe à sa façon à sculpter l'humanité. Le véritable porteur de la parole véhicule la mémoire des anciens venus du fond des âges. L'arbre à palabres émerge des âmes qui ne veulent pas être oubliées. Situé dans l'espace et le temps, quand on dit un conte, on sort des objets de croyance à des degrés divers. La tradition met en scène des êtres étranges, comme le diable, le loup-garou, les feux follets, les fées, les lutins, les revenants, les fantômes. Ces personnages effrayants n'ont qu'un but: provoquer la peur et stimuler la pratique du culte à l'époque. Oui. Le conte surnaturel écrit au 19e siècle repose presque essentiellement sur des récits oraux antérieurs que les écrivains d'aujourd'hui reprendront pour répondre à la demande du renouveau du conte du Québec. Le conte oral est vieux comme le monde. Il jouait un rôle central dans la société analphabète. Le déclin du conte comme tradition vivante s'est amorcé avec l'arrivée des médias électroniques et la migration des ruraux vers les grands centres urbains. Petit à petit, le conteur à la franche parlure s'est écarté avec l'arrivée de nouvelles formes de parole. Le théâtre, le cinéma, la radio, la télévision et maintenant l'humour. Aujourd'hui, une nouvelle passion pour la culture populaire est née. Au Québec, depuis le milieu des années 90, l'étude des contes et du contage n'a jamais fait l'objet d'autant d'attention. Pourtant, compter est un art difficile et exigeant. Vous voulez faire pousser des racines à la mémoire, mais commencez en passant le mot. L'imagination fera son travail et la mémoire demeurera vivante. Vous m'en direz tant. Oui, tu vois, ça me fait penser, moi, à Fred Pellerin, par exemple, qui est un conteur d'aujourd'hui très, très contemporain, là, puis qui rassemble les gens d'une façon invraisemblable. On ne s'attendrait pas à quelque chose comme ça. Là. Lui-même a été pas mal surpris de son succès. Oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, il a acheté la plupart de mes livres. Oui, il s'en est inspiré beaucoup pour ses films. Oui. Là, je vais vous raconter quelques petites histoires. Parce que vous savez, avec 10 minutes, 12 minutes, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ben là, 5 minutes, peut-être? Je ne sais pas. Je vais raccourcir. 5 minutes. Je peux pas... T'as 5 minutes, mon cher ami. 5 minutes, OK. Oui. J'ai le temps, avec 5 minutes, de compter 2 petites histoires. Parler, ça donne le goût d'exister. Raconter, ça donne le goût d'apprendre. Et les oreilles, ils ont besoin justement
d'écouter pour apprendre. Et cric et crac, voici une histoire qui sort de mon sac. C'étaient 3 grands amis. Il y avait le feu, l'eau et la réputation. Ils se promenaient ensemble, bon an, mal an, en jasant, ici et là, beaucoup et peu. Et puis un jour, le feu dit aux 2 autres, à l'eau et à la réputation, il dit, si jamais un jour nous sommes de grands amis, hein? Oui, mais si jamais vous me perdez, le feu, si vous le perdez, faites-vous-en pas. Parce qu'il y aura un orage, il y aura des éclairs et le feu reviendra. Et l'eau, de répondre et de répliquer au feu. Et si jamais un jour vous ne me voyez plus, bien, je vous donne un petit truc. Vous pouvez creuser dans la terre et dans le sous-sol, vous pourrez me retrouver. Alors, on peut retrouver l'eau, on peut retrouver le feu. Mais la réputation, après avoir bien entendu l'eau et le feu, il s'est dit, si jamais vous me perdez, vous ne me retrouverez plus jamais. Et cric et crac, mon histoire retourne dans son sac. Pas mal. Est-ce que j'ai encore un petit peu... Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Là? Oui, vas-y. Okay. Ah, t'es bon pour une autre? Okay. Conte, petit conte. Rêve, petit rêve. Et cric et crac, une autre histoire qui sort de mon sac. Une fois, il y avait un homme qui marchait et marchait. Il était tout seul, pas de famille, confiné, mais dans le bois. Et dans les petits sentiers, il s'ennuyait. Il n'y avait personne à parler. Mais il se disait lui-même, si jamais je pouvais parler, avoir une compagne avec laquelle je pourrais échanger. Mais non, il n'y avait absolument rien. Il y avait le soleil, les oiseaux, la nature. Mais ce n'est pas suffisant quand on est un être humain et puis qu'on veut parler avec quelqu'un. Mais à un moment donné, en arrivant près d'un petit ruisseau, il voit une toute petite souris sur un caillou dans le milieu du ruisseau. Et en étant en position d'observer, il voit un corbeau avec ses grandes ailes s'abattre sur la petite souris, il l'agripait par ses pattes. Et puis, il s'élevait dans le ciel, au-dessus du ruisseau, avec la petite souris. Alors l'homme, quand il a vu ça, s'est penché, il a attrapé un caillou, il a lancé un caillou à l'arrière de la tête du corbeau. Le corbeau a ouvert le bec, a ouvert les griffes, et la petite souris est tombée dans l'eau. Alors l'homme s'est approché, il a recueilli délicatement la petite souris, il l'a mis dans sa main, il l'a réconforté un peu. Ah, c'est dommage que tu ne puisses pas me parler pour me remercier. Et sur le fait, la fée des marais, un genre de petite libellule qui s'est mise à tourner autour de la petite souris, puis elle l'a transformée en jolie jeune fille. Rien de plus beau à voir. Belle comme le jour. Elle s'est mise à y parler. Ah, merci, monsieur, de m'avoir sauvé la vie. Merci, moi. Jamais je pourrais vous remercier suffisamment. Et là, l'homme, voulant aussi faire quelque chose, lui offrir un cadeau en la journée de la fête des mères. Il avait l'esprit, là, fêtard. Il dit, bon, ben, je peux t'offrir peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais le plus, ma belle, gentille demoiselle? Ah, mais moi, j'aimerais ce qu'il y a de plus beau au monde. J'aimerais me marier avec ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant, de plus riche. Bon, il a bien compris. Bon, ben, ce qu'il y a de plus fort, plus beau au monde, c'est le soleil. Il n'y a pas plus beau que le soleil, hein? Soleil! S'exclama-t-il. Soleil, c'est toi qui es le plus fort, plus beau au monde. Peux-tu marier la jolie fille à côté de moi? Le soleil de répondre, c'est pas moi qui est le plus fort. Et parce que quand il y a des nuages, on ne voit plus. Je suis disparu. C'est les nuages qui sont les plus forts.
Ah, c'est vrai ça. Nuage, c'est toi qui es plus fort que le soleil puisque tu caches le soleil quand tu arrives. Veux-tu marier la belle fille qui est ici à côté? Ben, c'est pas moi qui est le plus fort. Et dis-moi, les nuages, là, je suis là, mais quand le vent souffle, je suis obligé de quitter les lieux. Donc, c'est le vent qui est plus fort que les nuages. Oh, ouais. Ben, le vent, qui est plus fort que les nuages et le soleil. Veux-tu marier ma fille? Et le vent a répondu, ben, c'est pas moi qui est le plus fort. Ce qui est le plus fort, c'est la montagne. Lorsque je frappe la montagne, je suis dévié complètement. La montagne, c'est beaucoup plus fort que moi. Montagne, c'est toi qui es plus fort que le vent, que le nuage, que les nuages et que le soleil. Peux-tu marier ma fille? La montagne dit, je veux bien marier cette belle fille, mais c'est pas moi qui est le plus fort. Il y a des rongeurs qui me grignotent les entrailles par l'intérieur en faisant des tunnels, des canaux partout. C'est le rat qui est le plus fort. Alors l'homme se retourne vers le rat. Monsieur le rat, c'est toi qui es plus fort que la montagne, que le nuage, que le vent, que le soleil. Veux-tu marier ma fille? Oui, mais la fille, elle dit, moi, je suis plus une souris maintenant. Je suis une jeune fille. Oh, mais, si tu veux, on peut demander à la fée des marais de te retransformer comme tu étais et tu pourras à ce moment-là marier le rat. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La fée des marais a tourné autour, a transformé la fille en petite souris. La petite fille, petite souris, elle a marché vers la montagne, vers le rat, et ils se sont mariés. Ils ont eu beaucoup de petites souris, ils ont été heureux toute leur vie. Et c'est pour vous dire, pourquoi ne pas vous accepter tel que vous êtes maintenant? Et cric et crac, mon histoire retourne dans son sac. Je te remercie, Robert. Je la connaissais pas, celle-là. Merci beaucoup. C'est vraiment... plaisir. C'est super bien. Alors, wow. Alors, on va sûrement avoir l'occasion de se retrouver. J'espère bien. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies été des nôtres pour le cabaret. Merci pour l'invitation, Stéphane. Et merci surtout à C'est sur la télé, qui est là, qui travaille pendant que les gens sont confinés à rendre notre vie un petit peu plus agréable. Merci beaucoup. Tu as bien raison, Robert. Alors, mesdames et messieurs, notre prochain invité, c'est un musicien, puis qui est aussi un compositeur. C'est Michel Morisset qui va se joindre à nous dans quelques instants. Alors, de retour, mesdames et messieurs, alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a le plaisir de recevoir Michel Morisset. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que pratiquement tout le monde connaît Michel. Michel est musicien et compositeur aussi. Il chante moins souvent qu'il joue de la guitare, mais il a vraiment un talent d'écriture puis un talent de musicien, bien ça, on le connaît. Alors, à ça assemblé, ça donne de très belles chansons. Alors, Michel, bienvenue, ça va bien? Ça va très bien, Stéphane, et merci de m'inviter. Bien, ça me fait grand plaisir d'avoir... Pas le premier à t'avoir invité sur un plateau. Hein? Je t'ai vu, il me semble, à l'émission Mosaïque. Oui, avec Patrick, oui, c'est ça. l'époque, Voilà. Alors, ben, c'est ça. Donc, tu écris des chansons, mais est-ce que depuis longtemps, tu écris des chansons? Écoute, mon parcours en tant que musicien, il est assez labyrinthique, là. J'ai commencé beaucoup plus. J'ai commencé avec du classique. J'ai fait de la musique instrumentale dès mon adolescence, quand j'étais ado, là, à l'époque du rock progressif. Là. Je créais des musiques instrumentales sans parole. C'est ma formation de base, l'instrument. La parole est venue sur le tard. Je suis venu au milieu des années 80. Bon, après avoir fait une tournée avec un orchestre rock où je faisais un peu de back vocal, là. Mais là, j'ai commencé à accompagner un chanteur qui faisait du Brassens, qui faisait de l'auteur-compositeur. Là, j'ai comme allumé sur la force du texte. Ben, avec Brassens, on se trompe pas. Là. Non, puis d'ailleurs, moi j'ai entendu un petit peu, puis il y a une couleur là, qui t'a touché, puis qui t'a, en quelque part, qui a un petit peu une influence, une très belle influence. J'ai des influences tant en musique, tant qu'en chanson. En musique, c'est beaucoup de Joe Pass au niveau du jeu de fingerstyle, puis j'ai travaillé beaucoup la guitare fingerstyle, c'est-à-dire qu'une guitare que tu fais tout,
sur ton instrument, la mélodie, l'accompagnement, l'harmonisation en soliste. Bon, comme je te dis, la chanson est arrivée un petit peu quand j'ai découvert Brassens. J'appréciais la chanson avant, mais disons, de façon secondaire. OK. Puis, écoute, à un moment donné, là, j'ai été une quinzaine d'années à écrire des chansons. Entre 90 peut-être, puis 2005, en fait. De 95 à 2010, environ, dans ces eaux-là. J'ai une bonne 2 douzaines de chansons. J'avais du matériel pour 2 disques. Puis après ça, ben, comme c'est arrivé plus tard avec la guitare, j'ai dit, oh, regarde, je vais continuer à faire de la musique instrumentale. Ben, j'ai repris ma guitare pour faire de la guitare fingerstyle. Puis là, les chansons dormaient dans mon tiroir en début d'année. Ben, c'est quand on s'est parlé, Stéphane. Ouais. C'est c'est rencontré. ça. Tu me parlais de café littéraire, de soirée poésie. Je dis, j'ai des textes. Là. Je pourrais peut-être les sortir, mais pas faire de musique. C'est juste dire mes textes. Ouais, c'est des chansons. Je les ai écrites pour qu'elles soient chantées. Fait que, Ça écoute, sonne pas pareil jusqu'à ben, c'est c'est pas récité. pareil. Ouais, Fait que je non. les ressors du tiroir pour ça. Puis ils ont bien vieilli à mon humble avis, remarquez. C'est Ben, ça. Fait que c'est dans le sens que j'ai du plaisir à les chanter, c'est ça. C'est Ma génial. raison d'être ici ce soir. tu sais. Ouais. Puis, regarde, moi, je sais qu'on va aussi avoir du plaisir à t'écouter parce que, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'ai été tout de suite touché. Là. Ah, mais comme c'est Fait que, bien. Ben, Puis écoute, quoi. Puis c'est aussi un grand privilège de faire ces chansons-là dans le salon de Félix, vraiment. Ah, c'est vrai, hein, c'est ça. Ici, on est chez Félix. On est chez C'est ça. Félix. Puis pour moi, Félix, c'est l'équivalent de Brassens pour nous, Ouais. dans un univers complètement différent, là, au Ouais. niveau de la création des textes, au niveau de ce qui est exprimé dans la chanson, mais il a influencé Brassens beaucoup parce que Félix, quand a été au début des années 50, faire son répertoire en Europe, c'est Ouais. un des premiers à arriver tout seul avec une guitare sur scène. À ce moment-là, c'était des petits orchestres qui jouaient dans les cabarets. Ouais. Puis Brassens a bien dit qu'il avait été influencé par Félix pour se produire comme ça en soliste, là. Guitare, voix, point final. Ouais. En fait, les gens qui faisaient ça, c'était les Russes. Ah, Les immigrés russes là, qui arrivaient c'était les Russes blancs, là, Ouais, qu'on ouais, dit, ouais. là, qui ont été chassés par le communisme. ouais. C'est eux qui ont initié cette tradition-là à Paris. OK. Je ne dis pas que... Oui. Puis, en tout cas, moi, j'ai entendu dire aussi que... Mais non, c'est un fait. En fait, il y a eu, à un moment donné, une tournée de musiciens russes au Québec, puis ils sont allés à... où habitait Félix? C'est pas la chute. Attends, non. Où est-ce qu'il habitait? C'est-tu la Tuque où La Félix Tuque. est né? Voilà, à la Je Tuque. sais pas combien de temps il C'est est ça. resté Mais là. même, il aurait passé à la Tuque, puis ça aurait été une influence chez Félix. Ah, tu vois. C'est un élément d'influence chez Félix. C'est-tu assez intéressant, ça? Et dans sa musique, on sent les grands espaces de la musique tzigane aussi dans sa musique Sa Félix. façon de Sa jouer. façon de jouer qui est vraiment unique, là. Ouais. Moi, je suis guitariste, puis je regarde comment Félix joue, c'est unique comme il joue. Ouais. Puis Ouais. quand tu étais en France, ouais, on pourrait en jaser une soirée de temps. Ouais. Il a rencontré Django Reinhardt, le Ouais, grand ouais, guitariste ça aussi, manouche ça, français. Fait que, wow, tout Ouais. un univers hein, Ouais, absolument. qui gravite alentour de Félix. Ouais. Ouais. Ben là, on parle de toi. On va pas rester sur... Mais c'est vrai que l'âme de Félix nous influence ici. Ouais, puis c'est ouais. merveilleux. Ben, je pense... Est-ce qu'on jase encore longtemps ou est-ce que t'aurais pas envie? Moi, j'ai envie Bon, regarde, qu'on on fasse ça. des chansons. Je vais essayer de vous livrer mes chansons de la meilleure façon possible. J'ai J'en ai bien 3 confiance. programmes. OK. OK. Ben, écoute, je vais te laisser aller. OK. Alors, mesdames et messieurs, on va avoir le plaisir d'entendre Michel Morissette dans ses créations qu'il va nous présenter, j'imagine, l'une après l'autre. Là, je ne sais pas le nom de ses chansons. Bon, je vais vous tout les faire présenter ça. un petit peu avant. OK. Alors, Juste une oui, petite précision. j'en Pour prie. les gens qui sont intéressés à les entendre, allez sur YouTube, vous tapez Michel Morissette chanson ou Michel Morissette fingerstyle. Là, vous avez mes deux univers, soit de musique instrumentale ou soit j'ai commencé à mettre en ligne mes chansons. Ouais. Comme j'ai pas de disque. puis on a du plaisir sur Facebook aussi, Ben tes oui, amis, effectivement. à découvrir tout ce que tu fais. Oui. Alors, allez-y, ça OK. vaut la peine. On y va. Alors, on va laisser, On se lance. on va laisser Michel s'installer. Je voudrais vous présenter un personnage récurrent dans mes chansons qui s'appelle Méo. Dans la prochaine chanson qui s'appelle Le cauchemar de Méo. Évidemment, Méo, c'est Roméo. Et avec sa Juliette, ça tiraille un brin, sans trop de conséquences, mais ça permet de faire des chansons un petit peu légères, humoristiques. Voici donc Le cauchemar de Méo.
quand ses pétales éclosent, prenez bien garde à la rose. Sous l'inoffensive fleur se cache une épine de malheur qui vous écorche le cœur. Au fond d'un parc en cavale, les yeux vifs et aux aguets, Méo tête en aval et de son cachot et de ses méfaits. Loin de ses angéliques Attila de Parthenay, il a croisé la belle Monique, elle lui a fait de l'effet. Quand la belle lui a fait signe, le cœur de Méo battait. Sous les feuilles de vigne, il allait prendre son portrait. Quand s'est fait le déclic, il y avait les notes au poignet. La belle Monique était flic, elle l'a remis aux arrêts. L'amour a sorti sa griffe, la rose a griffé son cœur. Depuis il reste captif, à l'ombre loin des petites fleurs qui lui portent malheur. Sur un bateau militaire en France et mâle compagnie, Méo partait en guerre se refaire une nouvelle vie. Flanqué d'un capitaine et de matelot, il était sans souci, jusqu'à ce qu'il voie la belle Irène, l'amiral de sa vie. De mec avec un novice qui faisait comme s'il se noyait, il a ramené son complice au pied de celle qu'il aimait. Debout devant l'amiral, il attendait de son chef un baiser. C'est le noyé qui a reçu le fatal, bouche à bouche salée. Méo a fait l'imbécile, il a tabassé le macabé. Il était trop difficile de voir l'amiral embrasser le sinistre noyé. Le lieu de la mer, loin de l'armée, loin du noyé, il foulait le désert où vivent les femmes voilées. Chez le puissant Allah, l'homme et le roi, c'était le paradis, jusqu'à ce qu'il croise Falbala, la danseuse de Baladi. Il s'est perdu dans son cœur au moment où son Arabie l'a conduit sans pudeur au harem où elle faisait son lit. En quête de pois chiches, quand elle l'a déculotté, les eunuques ses couilles chiches ont voulu les lui arracher. Méo a repris la fuite, loin de la belle et de ses bouchers. Ces petites choses sont bénites, jamais nom d'une saoudite, il les laissera tomber. Belle mouquère berbère, bel amiral, belle police, lui avait tant fait la guerre qui a fui au pays d'Alice. C'est dans l'imaginaire, les yeux clos qu'il l'a senti, qu'une fée l'âme dans les terres des mille et une nuits. Quand il a rouvert les paupières, elle était d'un bras de sa Julie. Elle était bien en chair et son cauchemar était fini. Julie, c'est son bonheur, si sa Julie était chipie, c'est quand même sa petite fleur, son cœur est à l'abri. Une rose et ses épines l'ont piqué, l'ont chatouillé. C'est l'amour qui l'égratigne, l'amour qui sent trop le griffe, le graffe prisonnier. Et voilà pour Méo, qui revient, comme je vous dis, dans quelques-unes de mes chansons, dans toutes sortes de variations. La prochaine est d'une couleur un petit peu plus sombre, enfin beaucoup plus sombre, qui s'intitule « La chute ». Autrefois, jadis et naguère, quand tout jeune, il jouait à Zorro. Quand enfant, il jouait aux imaginaires.
l'assassin, le mercenaire, le tyran, l'impassible bourreau, le jeteur de bombes incendiaires, volait plus haut avant sa chute aux enfers. L'ange tenait son diable tout doux. Autrefois, jadis et naguère, quand tout jeune, il aimait les oiseaux, quand son cœur battait comme un tonnerre. Au grand galop, l'homme terne, le terre-à-terre, l'anonyme qui lynche les beaux os, l'homme sombre sans imaginaire. Avant sa chute en plein hiver, l'ange battait de l'aile à grands coups. En ce temps trop bref, éphémère, où l'on a des ailes dans le dos, en ce temps où l'ange est fait de chair, il vole haut, mais le crash le met en terre quand s'arrachent les ailes de sa peau. L'ange sombre dans son ossuaire. Au fond de nous, après sa chute au cimetière, que l'ange renaisse de son trou. Après sa chute au cimetière, puisse-t-il renaître au fond de nous. Voilà, on se promène dans différents registres dans la chanson. La prochaine et la dernière s'appelle « Le chant de la rose et du vin », plus légère elle aussi. Elle met en scène un certain auteur-compositeur qui prend plaisir à être confiné, est en retrait du monde le temps qu'il fait sa création. Malheureusement, un jour ou l'autre doit plonger dans le monde et offrir ses créations avec ce que ça implique dans ce qu'il y a de pire et de meilleur. Mais dans ce cas-ci, ça finit bien. Le chant de la rose et du vin. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Chaque fois que la rose ou que le vin parfumait son chemin, il chantait le soir, chantait le matin, une aubade à l'aurore, une sérénade à la nuit qui vient, chanter l'amour, chanter ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Esquivant tour à tour les curieux, les étrangers, les badauds. Il chantait pour sa fleur et son pot. Faune de fond de cour et chat de ruelle accueillait le troubadour. Chanter l'amour, chanter ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Si bien que son auditoire branlait de la pâtée en guise d'ovation. On miaulait cette chanson. Les oiseaux sifflaient se berçant sur leur perchoir, les mélodies célèbres de son répertoire. Pour les grands boulevards, il a dû quand même un jour, à regret,
à regret, renoncer à sa fleur et son pichet, trimballer sa guitare dans les bistrots, dans les cabarets, pour chanter l'amour, chanter ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Comme l'employeur avait souvent l'esprit de la taille d'une bille et l'allure d'une gorille. Une fois sûr de quand il réclamait son avoir, le ménestrel se retrouvait le cul sur le trottoir. D'un soir qui partageait un peu de son destin, réconfortait l'âme du musicien, si bien que les jours de cafard, quand elle consolait ses chagrins, à la source vive de ses jardins, il abreuvait sa rose et ses refrains. Une si jolie muse qui vous inspire autant de douceur. Un de ces jours vous accroche le cœur, un soir où l'intruse offrait à sa plume ses plus vives fleurs, cet oiseau lui fredonne à ce refrain, ma belle, je te donne de ta main. Si depuis ce jour la belle fait gazouiller son étourneau, c'est que la portée du bas de son dos lui redonne le la chaque fois que ses accords sonnent faux, lui fait chanter l'amour et ce refrain, chanter la rose et chanter le vin. Bravo! Superbe. Hey, merci beaucoup, Michel. C'est super. C'est vrai, il y avait une belle petite note brassinienne, si on peut dire. Merci beaucoup. C'est vraiment excellent. Mesdames et messieurs, ça se termine ainsi pour le cabaret littéraire chez Félix dans sa version virtuelle. J'espère que vous avez autant apprécié que moi et que tous nos invités. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, si on aura l'occasion de refaire ça de cette façon, ou si on se retrouvera ici à la Maison Félix-Leclerc ou ailleurs encore pour une nouvelle version du cabaret littéraire chez Félix. Mais vous êtes toujours les bienvenus et je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Alors, au revoir.